Bonjour. Véritable préoccupation de santé publique et de société, l'endométriose peut toucher jusqu'à 10% des femmes en âge de procréer. Cette maladie d'origine gynécologique doit son nom au fait qu'elle se caractérise par la migration en dehors de la cavité utérine d'un tissu semblable à l'endomètre. L'endométriose se révèle classiquement par des douleurs abdominopelviennes dues à un processus inflammatoire sous dépendance des oestrogènes. C'est une maladie courante, mais qui peut évoluer vers une chronicité douloureuse et très invalidante. Outre un risque majoré d'infertilité, l'endométriose peut exposer à des complications gynécologiques, digestives ou urinaires. L'impact de cette maladie sur la vie sociale, familiale et professionnelle des femmes concernées est très important. C'est pourquoi il est nécessaire de diagnostiquer le plus précocement possible cette maladie et de la confier à une prise en charge pluridisciplinaire, notamment avec les spécialistes de l'imagerie médicale. C'est dans ce contexte que j'ai le plaisir d'accueillir maintenant tout d'abord le docteur Jean-Marc Levaillant. Docteur Levaillant, vous êtes gynécologue obstétricien, vous exercez au Centre hospitalier intercommunal de Créteil, vous êtes co-directeur du DU d'échographie et de la fertilité et de l'endométriose, vous êtes ancien président de la commission nationale d'échographie du Collège national des gynécologues obstétriciens français, vous êtes président de l'association E3F, une école de formation au bilan échographique de la fertilité et de l'endométriose. J'accueille également le docteur Anne-Élodie Millicher-Belaïch. Vous êtes docteur Millicher, radiologue, spécialiste en imagerie de la femme et de l'enfant. Vous exercez à l'IFIN, l'Institut de la femme et de l'endométriose, ainsi qu'à l'imagerie médicale de Paris-Centre de Bachaumont-Paris. Et j'ai aussi le plaisir d'accueillir Madame Christelle Perrault, qui est une patiente experte. Alors, peut-être mieux que moi, Madame Perrault, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une patiente experte et comment on devient une patiente experte ? Une patiente experte, c'est une personne qui est atteinte d'une maladie chronique et qui a su développer une connaissance fine de sa maladie et dispose d'une expertise dans le vécu avec la pathologie. C'est un diplôme universitaire que l'on passe et où on apprend à effectuer des bilans diagnostiques en lien avec la patiente et également des ateliers d'éducation thérapeutique à les animer en lien avec les professionnels de santé. Alors tout d'abord, quel est le rôle de l'échographie par ultrason dans l'endométriose ? Le parcours de soins d'une patiente souffrant d'endométriose démarre le plus souvent par l'exploration des symptômes douloureux, et le caractère non invasif de l'échographie par ultrason place cette technique en première intention pour orienter le diagnostic. L'échographie utilise des ondes ultrasonores émises par une sonde qui vont être renvoyées par les tissus organes vers cette sonde comme un écho, d'où évidemment le nom d'échographie. On obtient ainsi sur un écran des images en temps réel très dynamiques qui permettent une interprétation des images avec les organes en mouvement. Christelle, quelle est l'approche que les patientes peuvent avoir par rapport à ce premier examen important dans leur parcours de soins ? C'est le premier examen pour la plupart des patientes. C'est des patientes qui présentent des signes évoquant une endométriose. Ce sont des patientes jeunes qui parfois ont du mal à poser les questions en amont quant à cet examen, qui n'ont pas connaissance de l'examen. Ce sont des questions de type est-ce que ce sera de quel type d'échographie il s'agit, pelvienne, endovaginale, est-ce que c'est douloureux, est-ce que au niveau de ma virginité, est-ce qu'il y a des conséquences, et puis de savoir est-ce qu'il y a un moment par rapport au cycle de la patiente pour passer l'examen. C'est le premier temps de l'examen, concrètement, c'est un temps de respiration avec la patiente. On va expliquer ce que c'est que cet examen. C'est-à-dire qu'on va pas s'adresser de la même façon à une très jeune fille, à qui on va faire une écho par voie suspubienne, une vessie pleine, qu'à une femme, une patiente à qui on peut faire une écho par voie vaginale. Mais de toute façon, on va leur expliquer comment on fait l'examen, on va leur montrer les sondes, on va leur montrer qu'il y a un écran en face d'elles qui va
pouvoir, un écran de répétition sur lequel elle va pouvoir voir ce qui se passe. Donc on va pouvoir décrire tout cela. Et puis, il faut effectivement leur faire comprendre que cette échographie qui va être faite très lentement, doucement, sans aucun geste brutal ou rapide, va permettre de se connecter entre le symptôme qu'elle présente et l'image qu'on voit sur l'écran. Et puis, je crois aussi que ce qui est important, c'est de leur dire que rien ne sera fait à leur encontre, parce que dans la mesure où c'est quand même une voie endovaginale, pour celles qui ont déjà eu des rapports, ça reste quand même un petit peu impactant, entre guillemets, et en tout cas, à chaque fois, moi, je mets bien, je suis sûre que Jean-Marc, tu fais pareil, tu leur dis bien que c'est en fonction, bien sûr, de leur volonté et de leur confirmation qu'elles veulent bien qu'on fasse cette voie endovaginale. Moi, je leur explique que c'est un diagnostic qui est largement optimisé par voie endovaginale, mais que ça reste un examen et que si elles ne sentent pas du tout, elles se sentent pas en capacité de faire cet examen, et ben on pourra leur proposer d'autres alternatives, qu'elles ne se sentent pas prises en otage d'un examen qui peut être un peu, intrusif en fait. Et du coup, je reviens aussi sur la question de est-ce qu'il y a un moment au niveau du cycle pour l'échographie ? Alors, moi j'ai l'habitude de ne jamais faire d'échographie pendant la période des règles et juste après les règles quand il y a encore du sang. Non pas parce que ça nous dérange un peu pour l'échographie, mais c'est surtout par rapport à la patiente. L'utérus est beaucoup plus douloureux, beaucoup plus contractile, et puis il faut surtout respecter la pudeur de cette jeune fille ou de cette jeune femme. Alors en dehors du sujet du moment auquel il faut pratiquer l'échographie par rapport au cycle, à quel moment faut-il pratiquer l'échographie par rapport à la maladie, par rapport à l'endométriose ? Je dirais dès que les symptômes se présentent, en fait, dès que la patiente souffre de quelque chose. Et c'est pour ça que ça reste un diagnostic qui n'est pas un diagnostic de dépistage comme une grossesse ou quoi que ce soit. On est appelé par un symptôme. Et effectivement, moins on perdra de temps pour l'exploration et mieux ce sera pour la patiente. Je suis complètement d'accord avec Anne-Élodie. Je pense que plus on va raccourcir le temps de l'errance Bien sûr. De cette patiente, plus on va gagner sur la douleur. Et sur la prise en charge de cette douleur. Donc en fait, le conseil qu'on peut donner à nos collègues généralistes, aux sages-femmes qui suivent les patients, aux infirmières scolaires, et ces gens qui s'occupent, tout le personnel soignant qui s'occupe des jeunes filles douloureuses ou des jeunes femmes à l'âge adulte qui consultent, c'est de ne pas perdre de temps et de l'envoyer immédiatement pour faire un examen d'imagerie, que ce soit une échographie parce que on sait que l'échographie sera bien faite, ou une IRM parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'échographie bien faite dans ce coin-là, mais que par contre on a une IRM qui pourra nous donner. Alors, il faudra choisir l'examen en fonction de notre territoire, du territoire où on est. Une échographie mal faite ne sert à rien. Alors toujours sur le sujet de l'échographie, on voit donc que cette échographie pelvienne est incontournable et fait partie intégrante du parcours de soins. Mais peut-on résumer ce que l'on peut attendre de cette échographie, Dr Levaillant ? Oui, on peut le résumer relativement simplement. D'abord, il y a un grand principe, c'est que l'échographiste doit connaître parfaitement l'anatomie du pelvis. En particulier, l'échographie les plans. Permet de bien visualiser tous les plans anatomiques, mais également aussi la vascularisation qu'on oublie souvent. Donc la vascularisation veineuse en particulier est très compliquée dans le pelvis parce qu'elle a beaucoup de variantes anatomiques, mais on en a besoin également parce que ça peut jouer sur un nodule d'endométriose peut jouer sur une compression par son volume, sur une compression d'une veine. Donc en fait, on a divisé et on essaye de parler en échographie le même langage qu'en IRM, de façon à associer et de fusionner les deux examens. On a essayé de compartimenter, segmenter le pelvis en 9 compartiments. Certains sont visualisés par les deux examens, comme l'échographie et l'IRM, et je vais vous parler de l'échographie. D'autres ne sont pas visualisés par l'échographie, et on aura besoin du recours de l'IRM, qui va beaucoup plus loin, de façon beaucoup plus profonde. Donc, mais au départ, l'échographie de référence d'une endométriose, de recherche d'une endométriose, va s'intéresser au plan. Le plan antérieur, vessie, urètre
et urtères, en particulier le torus et les ligaments utérosacrés, que l'on visualise très bien en échographie sur quelques centimètres. Ensuite, c'est du domaine distal, latéral de l'IRM, et le tube digestif, et là aussi, on peut très bien différencier les 3 segments du rectum, le bas, le moyen et le haut rectum, qui fait à peu près 15 cm. Donc après, chaque lésion est évaluée précisément par rapport à l'organe atteint, ou les organes atteints. Et alors, l'échographie par voie vaginale, attention, pas par voie pelvienne, parce que par voie pelvienne c'est immobile, mais l'échographie 2D dynamique a cette qualité de pouvoir visualiser et observer les organes en mouvement par de tout petits mouvements de sonde et des petits mouvements de la main qui est sur le ventre de la patiente. On met en général un drap pour interposer entre la main et le ventre de la patiente, mais on peut faire des tout petits mouvements de pression non douloureux et qui permettent de voir si les organes et si les tissus sont mobiles ou pas. Car un des grands signes de l'endométriose, des adhérences post-opératoires ou d'autres pathologies, allons même jusqu'à la malignité, fait qu'il n'y a plus ce glissement des organes les uns avec les autres. Un pelvis sain, c'est un pelvis où tout coulisse, tout glisse parfaitement bien et sans douleur. Donc c'est ça qu'on va chercher, et c'est là le grand atout de l'échographie 2D dynamique. On a ajouté maintenant, depuis plus de 20 ans, l'échographie 3D, par voie vaginale ou par voie subpubienne, qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout de cet examen et d'être très précis sur par exemple, sur le pourcentage de circonférence atteint de l'anse intestinale, qu'on a du mal à voir en 2D, et que là, on va pouvoir faire des coupes orthogonales et pouvoir montrer le pourcentage de l'anse atteinte par rapport à l'ensemble de la circonférence. Alors, docteur Millichère, en quelque sorte, l'échographie peut-elle quelque part préparer un petit peu l'investigation avec l'IRM ? Alors, déjà, si je peux faire un petit commentaire avec justement plaisir, sur ce que tu avec disais, plaisir, c'est très intéressant. et qui renforce effectivement l'intérêt de cette échographie et qui est en fait maintenant appelé comme le prolongement de l'examen clinique. Voilà. Et c'est d'autant plus important que l'examen clinique chez les jeunes filles suspectes d'endométriose ou autre est en fait peu contributif parce que les lésions sont difficiles à palper, elles sont difficiles à reconnaître et c'est souvent des examens cliniques qui sont douloureux. Donc les gynécologues, en fait, assez bizarrement, d'ailleurs beaucoup de jeunes filles sont un peu étonnées, elles disent on m'a pas examiné vraiment. En fait, l'histoire, c'est que les gynécos le disent, leur examen clinique va être peu contributif, donc ils font surtout un interrogatoire extrêmement précis, avec maintenant il y a de plus en plus de scores sur l'interrogatoire qui va orienter vers le diagnostic. Et ça, c'est important aussi que les jeunes filles et les jeunes femmes le sachent, c'est que l'examen clinique n'est pas fait dans un premier temps parfois parce qu'il ne va pas être tout de suite contributif. Il sera fait peut-être dans un deuxième temps et il devra être fait parce que l'examen clinique reste bien sûr la base de toute exploration, mais il ne va pas pouvoir, lui, définir tel type de lésion, etc. Donc, les gynécos vont regarder le col, etc. et faire l'examen clinique global, mais ils vont beaucoup compter sur cette échographie. Et c'est vraiment cette notion de prolongement, je trouve, de l'examen clinique est importante que nos patientes le sachent. Alors bien sûr, l'échographie va entre guillemets préparer d'abord la nécessité ou pas d'une IRM, parce que souvent les patientes elles disent bon alors j'ai pris rendez-vous pour l'IRM, est-ce que je le fais pas ou pas. En fait, en fonction encore une fois de l'examen échographique et par qui il aura été fait. Si l'examen échographique a été pertinent, bien fait et n'a pas mis en évidence d'endométriose visible, l'IRM ne sera faite que s'il y a des signes cliniques qui n'ont pas été explicités par l'échographie. À savoir, souvent, des pathologies, des neuropathies, des sciatiques par exemple, ou bien des douleurs qui irradient vers le diaphragme, des choses comme ça, ou bien des lésions, une symptomatologie digestive très marquée, et l'échographie n'aura pas mis en évidence de nodules digestifs ni quoi que ce soit, et ben on poussera l'IRM à se dire il y a peut-être des choses qu'on n'a pas bien vues. Je repréciserai un peu l'intérêt de l'IRM, mais en tout cas, l'échographie bien faite, si elle n'a pas mis en évidence de lésions et qu'on a explicité un peu la symptomatologie, l'IRM n'est pas nécessaire. Voilà. Et en tout cas, elle ne mènera pas à une conduite thérapeutique forcément différente, parce que faut toujours se poser cette question, est-ce que l'imagerie qu'on fait,
qu'est-ce qui va en résulter et quel traitement va être mis en place. Et donc parfois, il y a des gynécos quand même qui disent moi je ferais quand même bien une IRM, je voudrais vérifier ça ici. On le fera bien évidemment. Mais c'est souvent, et là on en discutait avec Jean-Marc, mais c'est souvent une discussion de groupe qui est importante. Et c'est vrai que ce qui est difficile, c'est les sages-femmes, etc., qu'elles n'hésitent pas à discuter avec nous au sein d'événements, de congrès, etc., pour qu'on explique un peu quelles sont les limites de nos examens, parce que ça va servir aux patientes. Et puis après, bien sûr, quand l'échographie a mis en évidence de l'endométriose avec telle ou telle lésion, là encore, si le traitement sera le même, quelle que soit la cartographie, on s'arrêtera à l'échographie bien menée. En revanche, s'il y a une indication chirurgicale derrière, à ce moment-là, l'IRM devra être réalisée, parce que pour avoir une optimisation de la cartographie lésionnelle, il faudra avoir fait les 2 examens. Mais si c'est une conduite thérapeutique médicale ou prise en charge holistique, l'échographie bien faite, bien menée par quelqu'un qui a l'habitude, peut largement suffire. Et quelle que soit la situation, Jean-Marc le disait, même les jeunes filles à qui on ne peut pas faire de voie vaginale, l'échographie reste la première chose à faire, parce que parfois leur problème c'est un gros kyste dermoïde ou autre chose, et qui peut largement être exploré et en tout cas diagnostiqué rapidement par l'échographie. Il faut bien savoir que l'IRM, les rendez-vous et la moyenne de délai de rendez-vous en France, c'est 3 mois à peu près. Donc on ne va pas laisser un diagnostic en suspens alors que l'échographie peut vraiment rendre service. Nous venons déjà d'apprendre beaucoup de choses sur l'échographie dans l'endométriose. Voyons un petit peu maintenant quel est le rôle de l'imagerie par résonance magnétique dans le diagnostic et le bilan d'extension de cette maladie. L'IRM, imagerie par résonance magnétique, s'est installée depuis de nombreuses années dans l'imagerie médicale. C'est une technologie complexe qui nécessite des équipements lourds. L'IRM utilise un appareil émettant des ondes électromagnétiques avec un très gros aimant. Soumis à ces ondes, les atomes d'hydrogène composant les tissus de l'organisme s'orientent dans la même direction, puis se mettent à vibrer en résonance sous l'effet d'ondes radio pour permettre d'obtenir des images statiques du corps humain. J'espère que j'ai bien résumé. Voilà. Donc la question c'est comment peut-on résumer pour une patiente ce qu'est peut-être plus simplement l'IRM pelvienne et quelles sont les éventuelles contraintes. Christelle. Les questions qui reviennent souvent pour les patientes qui passent une IRM une première fois, c'est l'intérêt de l'IRM par rapport à l'échographie, également la différence entre les examens avec un scanner par exemple, les interrogations par rapport aux radiations. Et est-ce qu'il y a nécessité d'un produit, de l'injection d'un produit de contraste, et de voir est-ce qu'il y a des effets secondaires à une IRM, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur la fertilité, des contraintes, est-ce qu'il y a des personnes pour lesquelles il n'est pas possible de passer une IRM, et qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on cherche avec une IRM, pourquoi une IRM? Alors déjà, sur la faisabilité de l'IRM, il y a quelques contre-indications majeures qui sont le pacemaker. Globalement, c'est ça, des implants cochléaires qui ont été mis en place récemment. Et puis, les grosses claustrophobies. Alors ça, c'était un problème avant. Il y a des patients vraiment claustro qui disaient « Non, mais moi, je ne vais pas pouvoir passer cet examen parce que il faut bien s'imaginer, peut-être qu'on mettra une petite image à l'antenne, mais c'est une espèce de tunnel qui fait à peu près ça de long et c'est des anneaux de 70 cm de diamètre de large comme ça. Avant, les machines étaient beaucoup plus fermées avec des grands tunnels et des petits anneaux. Donc en fait, on avait vraiment l'impression de rentrer un peu dans un cercueil. C'était compliqué. Maintenant, les machines ont beaucoup évolué. Elles sont beaucoup plus larges. Les tunnels sont plus courts et la plupart des patientes rentrent les pieds en avant et elles ont la tête dehors. Elles voient ce qui est très angoissant, c'est de pas voir la lumière en fait. Mais donc quand elles sont un peu angoissées, je leur dis regardez bien derrière et elles voient l'extérieur, donc elles sont beaucoup plus sereines. Donc déjà les grosses claustrophobies, etc., ça n'est plus vraiment une contre-indication. Et puis dans nos structures, on a un peu l'habitude, on a la chance d'avoir des super manipulateurs qui leur parlent avec emphase et qui ont une compréhension et en général ça se passe très bien. Donc il n'y a plus de grosses contre-indications, on va dire. Voilà.
Après, sur le plan par rapport à la fertilité, etc., il n'y a pas de contre-indication. Je vous rappelle qu'on fait des IRM pour les femmes enceintes qui ont des fœtus, donc des petits bébés dans le ventre, donc il n'y a pas de problème. Après, elles sont très inquiètes, notamment quand elles sont dans les parcours de fertilité. Si une grossesse débute et qu'elles ont fait l'IRM, est-ce que ça va compromettre, etc., leur grossesse? Non, on n'a pas de données du tout là-dessus. Ça n'a pas d'effet tératogène, comme peut avoir les rayons X. Donc on n'est pas du tout dans le cadre du scanner, comme vous me disiez. Il n'y a pas de radiation ionisante, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, même sur des grossesse débutante. C'est vrai qu'on évite de faire les IRM quand les femmes ont un retard de règles et qu'elles sont suspectes d'être enceintes, parce que c'est toujours mieux, la loi de protection maximale, d'éviter, si on peut décaler l'examen, on le décale, voilà. Mais si une femme, on voit qu'elle est enceinte pendant l'examen, ça n'est pas grave, on la rassure, etc. Donc il faut vraiment qu'elle se désangoisse par rapport à cet examen. Est-ce qu'il y a une préparation en amont Alors, la préparation en amont, ça dépend encore une fois des équipes. Souvent, nous, on demande qu'il y ait un lavement rectal, de manière à bien vider l'ampoule rectale, parce que l'endométriose, elle atteint donc cette région de la cloison recto-vaginale. Donc, on a besoin d'avoir une bonne visualisation des parois de l'intestin. Donc, on vide un maximum les matières, de manière à pouvoir avoir une meilleure analyse. Maintenant, si elles l'ont pas fait, c'est pas grave, on fait avec, mais on optimise le diagnostic. L'injection de produits de contraste dans l'endométriose n'est absolument pas, obligatoire. Là encore, ça dépend des équipes. Il y a eu les recommandations du CNGOF et même de l'HAS qui ont bien mis en évidence avec une étude de la littérature que l'injection de gadolinium n'améliore pas le diagnostic. Donc, moi, par exemple, je ne fais jamais, dans notre équipe, on ne fait jamais d'injection de gadolinium parce qu'on a l'habitude de cette pathologie. Mais à contrario, quelqu'un qui n'est pas très habitué et qui aurait besoin de faire cette injection pour le rehaussement des tissus, qu'il le fasse au contraire si ça peut optimiser son diagnostic. Voilà. Mais de base, non, c'est un examen qui ne nécessite pas d'injection. Après, on est amené parfois à faire des injections d'antispasmodiques pour éviter que les intestins bougent, parce que, comme l'expliquait très bien monsieur, c'est une technique à base de résonance des protons, et quand il y a beaucoup de mouvements digestifs, ça artefacte, c'est-à-dire ça abîme un peu les images, et donc on évite d'avoir ces mouvements digestifs. Donc on dit aux patientes de venir plutôt à jeun de 3 heures, qu'elles évitent la choucroute avant de venir à l'examen, parce que sinon c'est très compliqué. Et puis on fait un antispasmodique, mais c'est un examen léger, encore une fois, ça dure à peu près entre 10 et 15 minutes. Parfois on augmente un peu en fonction, il y a des diagnostics différentiels qui peuvent apparaître, donc parfois on prolonge l'examen, mais c'est des examens relativement courts et bien tolérés. Là encore, certaines équipes font des opacifications vaginales et rectales. Alors, ça veut dire, dans des seringues, on met du gel d'échographie et la patiente, en fait, met du gel dans le vagin et dans le rectum, de manière à dépléter les parois, c'est-à-dire ouvrir les parois vaginales et ouvrir les parois rectales pour qu'on ait une meilleure analyse de ces parois. Voilà. La plupart du temps, il y a des solutions. C'est vraiment, il faut les mettre en confiance en amont. Je m'adresse aux généralistes, aux sages-femmes, aux gynécos qui prescrivent des IRM. Il faut vraiment donner confiance aux patientes. C'est un examen qui fait 10-15 minutes, c'est rapidement fait et ça n'est pas lourd comme on peut le sous-entendre. Alors nous avons vu comment se passait techniquement et concrètement une IRM. Donc comment peut-on maintenant cerner ce que va rechercher l'IRM, notamment dans l'endométriose profonde? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cet examen? Parce qu'on cherche, là on l'a expliqué, mais un complément d'information. Est-ce que ce sont aussi des interrogations? Est-ce qu'on me fait passer une IRM parce que c'est grave, j'ai une endométriose profonde, ou quelle est
Alors, je crois que c'est bien, justement, que disait Christelle, de parler de cette notion de gravité. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Marc, mais elle est vraiment à relativiser, cette notion de gravité. L'endométriose, c'est une maladie bénigne, d'abord. Elle est très handicapante pour beaucoup de patientes, mais la gravité est liée au ressenti de la patiente, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on a des endométrioses superficielles, c'est-à-dire des tout petits points des règles, des cellules des règles qui se baladent en dehors de l'utérus, qui sont minuscules, qu'on voit à peine avec nos examens, parce que ça, c'est vraiment la limite de nos examens, qu'elles soient IRM ou échographie. Les toutes petites lésions, on ne les voit pas, mais c'est pas grave dans la mesure où l'implication sera mineure. Mais cependant, la patiente, elle peut avoir très mal avec cette forme superficielle. Donc pour elle, vous lui dites, elle est grave ou pas, l'endométriose, elle est grave parce que elle peut pas aller travailler, elle est très handicapée par ça. Donc, et à contrario, on a des patientes, là j'ai une patiente ce matin, 39 ans, elle a eu 3 enfants, tout s'est bien passé dans sa vie génitale, gynécologique, pas de douleur particulière, et puis en fait, à l'occasion d'une douleur un peu qui irradiait dans le dos, on lui a fait un examen, le rein était dilaté, donc elle a même pas été voir son gynécologue, et en fait le rein était dilaté, pourquoi? Parce qu'il y a une sténose de l'urtère, du tuyau qui va du rein à la vessie, et ça nous a fait découvrir une grosse endométriose. Et une grosse endométriose sur le plan anatomique. Mais cette patiente, elle a fait ses 3 enfants, elle a vécu normalement, elle n'est pas gênée. Elle, c'est pas grave pour elle, en fait. Elle veut juste être sûre que son rein ne s'abîme pas. Donc, on fera ce qu'il faut faire pour sauver son rein. Mais en tout cas, elle va pas vous dire que c'est grave. Donc, la notion de gravité, on n'est pas du tout dans une pathologie cancérologique, c'est vraiment important. Moi, c'est les premiers mots souvent que je dis aux patientes, c'est une maladie bénigne. Alors, il n'y a rien de grave pour votre vie, c'est pas pour ça que ça n'est pas important. C'est ça, c'est handicapant. C'est handicapant. Dès lors qu'on ne parvient pas à avoir une activité normale. Exactement. C'est là qu'il faut interroger et chercher et explorer. Voilà. Et en fait, l'IRM ne vient pas parce qu'on est à un stade de la maladie grave et que du coup, il faut faire une IRM. C'est vraiment important de vraiment bien faire passer ce message. En fait, moi, je dis à mes patientes, l'IRM, c'est un peu comme si on ouvrait les volets, en fait. Alors, dans la mesure où le champ de vue d'exploration en IRM est beaucoup plus important qu'en échographie. En échographie, on est limité sur quelques centimètres parce que c'est la technique des ultrasons qui après est atténuée par la distance, par les structures qui sont traversées par les ultrasons. L'IRM ne dépend pas notamment du BMI de la patiente. Alors le BMI, on précise, le Body Mass Index, c'est ce qui va décrire un peu la corpulence de la patiente. Okay. C'est un ratio entre la taille et le poids et puis un index particulier. Et donc, du coup, l'IRM est moins limitée sur le plan, on va dire, morphotypique que l'échographie. Et elle va surtout voir plus de localisation anatomique comme l'appareil urinaire, les urtères, on en parlait. Comme disait Jean-Marc, à l'écho, on voit très bien les bas urtères, mais dès que c'est un peu plus haut, ça va être plus compliqué. Et puis, tout ce qui va être tout le réseau nerveux, les nerfs sciatiques, les nerfs obturateurs, tous les plexus hypogastriques, etc. Tout ça, on le verra en IRM, en échographie. On peut pas le voir. On suspecte que la lésion atteigne telle et telle partie, mais on verra pas les petits nerfs, que l'IRM va le voir. D'où, d'ailleurs, l'importance pour nous, gynécologues, de l'interrogatoire. Parce qu'une jeune femme qui se plaint d'avoir une sciatique à chaque fois qu'elle a ses règles, il faut qu'on s'oriente vers une sciatalgie qui est liée parfois à un nodule que vous allez découvrir en IRM, dans les disques intervertébraux, etc. Il ne sera pas question d'aller les voir en échographie. Donc l'échographie, elle devient intelligente si l'interrogatoire et la clinique nous a guidés. D'où l'importance aussi aux patientes de bien détailler, de bien expliquer ce qu'elles vivent et les symptômes qu'elles rencontrent en lien avec vous. Et bien sûr. Parce que parfois on pose des questions auxquelles on ne pense pas. Mais oui. Mais c'est comme typiquement, et je suis sûre que Jean-Marc et même Christelle, vous avez entendu ça, c'est les patientes qui ne vont pas vous dire qu'elles ont mal à l'épaule droite pendant leurs règles. Parce que en fait, ça paraît tellement étrange d'avoir mal à l'épaule quand on a ses règles qu'elles vont pas vous le dire. Et il n'y a que si vous leur posez la question, et notamment les nodules diaphragmatiques ne se voient en fait qu'en IRM, en écho on arrivera peut-être
aller voir au fur et à mesure, mais pour l'instant, non. Donc, c'est vraiment des petites lésions hémorragiques et qu'on voit très bien sur nos imageries IRM. Et donc là, quand vous dites, les patientes, elles disent qu'elles pensent être en rapport, mais si on les interroge pas sur des choses un peu plus étranges, même la sciatique, elles vont pas vous dire qu'elles sont mal, qu'elles pensent avoir une sciatalgie endométriosique. Elles vont vous dire, quand vous l'interrogez, vous avez mal dans le dos, parfois dans la fesse, elles vont dire, ah oui, c'est vrai. J'ai mal dans la fesse. Et d'ailleurs, elles vont vous latéraliser tout de suite. Elles vont dire plutôt à droite. Et là, typiquement, vous voyez les images et vous voyez, ah oui, là, il y a, etc. Donc, et je dirais même que moi, nous, on revoit toujours nos patientes après les examens et même souvent avant, parce que je re-regarde les images en fonction de ce qu'elles m'ont dit. Et parfois, on voit des choses qu'on n'aurait pas tiquées parce qu'elles ne nous ont pas parlé de leurs symptômes. Donc, c'est là encore, l'interrogatoire, comme disait Jean-Marc, est très important pour optimiser nos diagnostics, quoi. Et donc, l'IRM, elle a aussi la particularité d'arriver à caractériser le type de tissu. Et ça, c'est important parce que l'endométriose, comme il y a des tissus fibreux et des tissus hémorragiques, parfois des toutes petites lésions hémorragiques, on va pas très bien les voir à l'échographie et l'IRM va nous dire, ah bah oui, là, on a des implants hémorragiques typiquement dans telle lésion et un petit épaississement de l'US à l'échographie, deviendra vraiment univoque à l'IRM parce qu'on aura ces petits implants hémorragiques. Donc, c'est assez complémentaire. À chaque fois, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça va changer la conduite à tenir ou est-ce que ça va expliciter des choses pour la patiente? Si c'est faire un examen pour faire un examen, ça n'a pas d'intérêt. Je trouve ça intéressant aussi le point sur lequel aussi vous êtes intervenu par rapport à l'IRM, c'est que parfois il y a des petites lésions qui ne sont pas perçues à l'IRM, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'endométriose. Exactement. C'est la limite de nos explorations. Et là, on a terminé une étude sur 400 adolescentes qui se présentaient pour des règles très douloureuses en période d'adolescence, donc entre 12 et 20 ans, et qui faisaient une IRM parce que leurs règles étaient résistantes à toute antalgique. Et en fait, on s'aperçoit de manière statistiquement significative que l'endométriose se voit surtout après 17-18 ans. Ça aussi, c'est une notion qu'il faut faire passer. C'est que, peut-être, et ça on le sait pas encore, peut-être que ces jeunes filles avaient déjà de l'endométriose un peu avant, mais qu'il a fallu du temps pour qu'elles se développent et qu'on les voit à l'image. Voilà. Donc il y a aussi cette notion pour les adolescentes, possiblement, de temps qui doit se mettre en place pour que les lésions, elles se développent au fur et à mesure. Et du coup, j'en viens à une question que je me pose. Est-ce que, et qui est posée également, est-ce qu'il y a un temps pour refaire une IRM? Tout dépend de la patiente, j'entends, mais est-ce qu'il y a, par rapport à des patientes jeunes, peut-être qu'il n'y a, à ce moment-là, on ne voit pas l'IRM, mais est-ce que vous préconisez quelque chose, vous recommandez un protocole, il y a quelque chose qui se met en place après? Alors, c'est toute la difficulté, on a beau en discuter les uns les autres et c'est sur la planète entière, dans tous les congrès un peu internationaux, on essaie de trouver un peu des guidelines pour savoir et en fait, c'est très compliqué. En tout cas, le discours a quand même beaucoup évolué, qui était que, à 16 ans, non, il n'y a pas d'endométriose, vous n'avez pas d'endométriose, vous n'avez rien, etc. Ça n'est plus ce discours que l'on tient. On dit voilà, actuellement, en tout cas, tout va bien, c'est très rassurant, mais on sera possiblement amené à recontrôler en fonction de l'évolution clinique, des symptômes, etc. et refaire une IRM plus tard, dans 2-3 ans. Alors, contrôler tous les 6 mois, ça n'a pas d'intérêt parce que la lésion, elle met du temps à se développer, mais on a tous en tête des exemples. Une jeune fille là que j'ai vue, une petite Léa, je l'ai vue à 17 ans, l'IRM était tout nickel, à 22 ans, elle avait un nodule de vessie. Absolument. Donc, il faut rester... de toute façon, la médecine, au quotidien, nous apprend à être humble. C'est-à-dire que dès que quelque chose devient dogmatique, c'est sûr que c'est quelque chose de faux. Parce que les choses évoluent. Et en fait, on pense avoir compris plein de trucs. Et puis, en fait, pas tant que ça. Donc, en tout cas, il faut que les patientes, elles sachent, et que les médecins sachent que, surtout pour les jeunes filles, on peut pas poser un diagnostic de négativité complet parce que les choses peuvent évoluer. Et également... j'en reviens sur l'IRM, c'est pas uniquement parce qu'on ne voit pas qu'on nie la douleur et les symptômes. C'est vraiment là, à cet instant T, on ne voit pas à l'imagerie, mais
comment fait-on pour travailler sur les symptômes et les Exactement. choses handicapantes. Exactement, et ça c'est un point très important, d'abord parce que l'endométriose, ça n'est à l'origine que de 30 à 40% des dysménorrhées. Hein. Il y a les 60-70% autres, enfin, tu m'arrêtes Jean-Marc si tu n'es pas d'accord, mais sont liés qui ne sont pas liés à de l'endométriose. Donc il y a plein d'autres causes qui font mal, il faut bien sûr les rechercher, mais après il y a plein de mécanismes qui sont physiologiques et qui peuvent quand même donner des règles très très douloureuses. Et il y a plein de patientes, quand elles sortent avec une IRM normale, une écho normale, elles sont désespérées, elles disent bah alors c'est dans ma tête, mais non, ça n'est pas dans leur tête, c'est dans leur corps, c'est leur ressenti, elles ont mal, il faut s'occuper de la douleur et ne pas s'arrêter à dire bah ma brave dame tout est normal, qu'est-ce que je fasse en fait. Et il y a plein de solutions et c'est là où vous intervenez avec toutes vos compétences, les ateliers thérapeutiques, etc., la prise en charge holistique, etc. Ce que je voulais rajouter par rapport à ces imageries et que les patientes n'ont pas toujours en tête, mais même les médecins, c'est qu'en fait, il n'y a pas un pelvis qui ressemble à un autre pelvis. C'est-à-dire que ça, c'est la base et c'est des choses qu'on comprend pas trop quand on n'est pas on n'a pas les connaissances médicales. Un genou ressemble à un autre genou, globalement, quand même. Ça, c'est des structures ligamentaires, osseuses qui... En revanche, c'est vrai. En revanche, un utérus, des ovaires, ça peut avoir des localisations un peu différentes en fonction du bassin osseux de la patiente, mais aussi de son morphotype, de ses antécédents génétiques, etc. Donc, du coup, ça crée une diversité très importante qui est pas facile pour les médecins, qu'ils soient radiologues ou gynécologues, pour interpréter parce que chaque pelvis est un nouveau est une nouvelle aventure, j'ai envie de dire. Quelles sont les dernières avancées en termes de complémentarité des imageries médicales ou des nouvelles technologies qui sont déjà à disposition et qui vont être prochainement dans les années futures à disposition des imagistes? Alors, concernant la technique de nos imageries, on a quand même, notamment par exemple en IRM, on a maintenant des IRM avec des acquisitions 3D, alors qu'avant c'était plusieurs plans qu'on utilisait. Maintenant, on acquiert un volume et ça se fait de plus en plus sur les différentes machines, ce qui nous permet d'avoir une visualisation vraiment plus globale. Et pourquoi pas à terme, le chirurgien pourra comme on a dans les jeux virtuels, etc., le chirurgien pourra aller voir dans l'IRM et vraiment voyager, entre guillemets, pour préparer son intervention chirurgicale. Moi, je crois beaucoup aussi que grâce à ces acquisitions 3D, on va pouvoir coupler nos images IRM avec leur robotique. Vous savez que les chirurgiens, ils opèrent maintenant beaucoup par robot. Et donc, coupler toutes ces données numériques, tout ça va aider. Il faut qu'on travaille ensemble, mais c'est du temps, c'est de l'investissement. Donc, mais bon, peu à peu, je pense qu'on est suffisamment motivés pour ça. Et puis, Jean-Marc et moi-même, on a une petite expérience sur l'imagerie de fusion. Ouais, la fusion, dont on parle beaucoup. Jean-Marc va peut-être expliquer. Non, l'écho de fusion, c'est tout simplement la fusion simultanée entre l'IRM et l'échographie. On fait une échographie après avoir pratiqué l'IRM. C'est une aide au diagnostic parce qu'en fait, on a les deux images qui se suivent sur le même écran. Au fur et à mesure, on est dans un champ électromagnétique et au fur et à mesure qu'on fabrique l'image d'échographie, l'IRM suit. C'est une façon, enfin, moi ça m'a permis en tant que gynécologue d'apprendre vraiment l'IRM. C'est aussi une façon de regarder en simultané les lésions. C'est pour l'instant malheureusement pas sur toutes les machines. D'accord, c'est quelques machines, c'est très récent. Ça reste des prototypes. Et c'est dommage, et c'est fort dommage parce que je pense que c'est une excellente technique de pouvoir coupler les deux pans. Et puis l'échographie, ça va servir. Elodie parlait d'intelligence artificielle, mais déjà on a fait d'énormes progrès au bloc. Je parle en tant que gynéco, et c'est vrai qu'avec les techniques de haute fréquence d'échographie, on va arrêter la chirurgie des petits nodules d'endométriose, par exemple digestive ou autre, parce qu'on va pouvoir les détruire. C'est ce qu'on fait déjà, c'est ce que Gilles Dubernard fait à Lyon, c'est ce qu'on fait à Bicêtre aussi, Perrine Kapmas et Hervé Fernandez le font. C'est vraiment des techniques extrêmement légères qui vont révolutionner complètement
la chirurgie ça devient de l'endométriose. interventionnel quelque part. Et c'est pour ça qu'on se bagarre un peu, tous, autant qu'on est, pour qu'on dépiste le plus tôt possible, parce que plus le nodule est petit et unique, plus on va la traiter en 20 minutes. Puis on se pose toujours, moi j'ai quand même toujours un peu le fantasme de me dire que quand on va dépister les lésions d'endométriose chez les jeunes filles adolescentes, si on a des techniques peu invasives qui permettent de, entre guillemets, stériliser les nids d'endométriose, on se dit on va éviter qu'ils évoluent plus tard et qu'on découvre les grosses endométrioses qui sont vraiment impactantes, etc. Donc voilà, l'idée c'est de travailler tous ensemble et plus on arrivera à agir tôt sur cette pathologie, mieux ce sera, bien sûr. Nous avons vu donc énormément d'informations et avant de remercier nos intervenants et de leur donner peut-être un dernier mot de conclusion, nous avons donc vu la complémentarité entre l'IRM, l'échographie et peut-être prochainement, dans un futur prochain, les images de fusion ou l'intelligence artificielle. Alors finalement, peut-être soit en termes de recherche ou en termes d'accès aux soins, quels seraient finalement pour vous trois les derniers mots de conclusion les plus importants, les plus impactants peut-être à retenir pour le futur? Christelle, peut-être? Ne pas hésiter à poser les questions aux praticiens, aux médecins, pouvoir s'appuyer également sur les associations. Oui, les associations partenaires pour une orientation vers les centres de référence, vers les médecins spécialistes également, vers les filières également, parce que c'est avec justement toutes ces équipes pluridisciplinaires, les ateliers d'éducation thérapeutique qu'on pourra avancer et pour la prise en charge des patientes. D'accord. Et notamment, je voulais juste, on n'en a pas parlé, mais il y a eu la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose qui a été mise en place il y a 1 an de ça et qui continue. Toujours dans l'idée de pouvoir augmenter la formation des différents intervenants et cette nécessité d'information pour les patientes et les médecins de premier recours, savoir où s'adresser pour avoir des réseaux. Jean-Marc parlait de réseau. C'est important aussi qu'il y ait un certain affichage. Alors, c'est l'objectif aussi, un des objectifs des filières que les ARS de la France entière ont mis en place, qui vise à organiser en termes territorial, justement un réseau de soins qui soit affiché, représenté sur les sites internet, etc. Simplement, tout ça est long, il faut que tout le monde se mette ensemble pour travailler, donc ça met du temps, ça fait plus d'1 an qu'on a commencé à mettre ça en place. C'est en cours et je pense que ça devrait vraiment voir le jour d'ici 6 mois, on va dire. Jean-Marc, un dernier mot? Oui, un dernier mot pour dire que Élodie et moi, on est tous les deux enseignants dans les DIU, les diplômes universitaires de gynécologie, d'échographie et d'imagerie, et que voilà, c'est un de nos objectifs, c'est de former justement ces excellents dépisteurs et de les responsabiliser dans des filières de soins. Très bien. Eh bien, je voudrais, au nom de la Fondation pour la recherche sur l'endométriose, et au nom de sa présidente, Madame Valérie Desplanches, remercier nos 3 intervenants qui nous ont donné une information, qui nous ont restitué beaucoup d'informations pour nous aider à mieux comprendre à la fois le parcours de soins, le parcours dans l'imagerie médicale que doivent suivre les patientes concernées et qui nous aideront certainement donc à avoir une meilleure prise en charge, plus précoce et plus appropriée de cette maladie qui est un véritable problème de santé publique. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci.